Anne Sinclair, vous nous rendez visite à Strasbourg pour chronique d'une France blessée aux éditions Grasset. Vous avez chroniqué quasiment le quotidien en l'espace de 2 ans. Votre chronique s'arrête en janvier 2017. On ne va pas tout refaire le livre, je ne vais pas vous poser trop de questions sur le livre. Vous avez répondu avec beaucoup de questions à Kléber. Simplement, cette observation que vous avez faite, méticuleuse, quotidienne, analytique de la situation, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce que nous vivons actuellement, aujourd'hui, ici et maintenant, en France? Elle nous donne un peu peut-être un reflet de l'époque imprévisible, incertaine, inquiétante, dangereuse, et néanmoins porteuse d'optimisme, parce que derrière mon pessimisme à court terme, je suis plutôt une optimiste de long terme. Mais je pense que c'est le reflet, et c'est bien ce que j'ai voulu faire quand j'ai commencé ce livre, c'était de dire il faut noter ce qui est en train de se passer parce que c'est assez nouveau. Voilà. On a toujours l'impression que l'époque qu'on vit est très nouvelle et très différente, mais là je crois que l'accumulation des bouleversements dit beaucoup des temps incertains, au fond, dans lesquels on est plongé, à la fois en France, en Europe, dans le monde. Et à mon avis, il y a 2 tournants pour moi qui ont été essentiels. C'est à la fois l'élection de Trump et cette folle élection présidentielle où rien ne s'est passé comme prévu et qui témoigne d'une sorte de balayage général de tout ce que les gens ont connu et vécu. Je précise que cette interview est réalisée 4 jours avant l'élection du premier tour, avant le premier tour de l'élection présidentielle, et quelques minutes après que vous avez signé longtemps des dédicaces avec les lecteurs de Kléber. Et tout à l'heure, quand vous avez terminé ces dédicaces, vous m'avez dit que vous entendiez ces gens qui vous parlaient presque tous, qui vous parlaient de danger, qui se sentaient un petit peu dans la crainte, dans le danger. Je répète que cette interview est réalisée 4 jours avant le premier tour de la présidentielle. Oui, j'ai le sentiment que les gens sont inquiets, que les gens sont déboussolés, que les gens sentent bien. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on est dans un état d'indécision pareil. J'ai pas le souvenir de 4 jours avant une élection présidentielle d'être dans l'incertitude. Je racontais à quelqu'un tout à l'heure que prenant le train à la gare de l'Est à Paris, il y a 3 personnes qui m'ont arrêté pour me dire mais qu'est-ce qu'on va faire dimanche, mais avec une sorte de panique, en disant on a 11 candidats, mais en fait on va être obligé de faire un tri, alors qu'au premier tour on dit d'habitude on choisit, au deuxième on élimine. Tout ça est bouleversé. C'est on élimine tout de suite, ou qu'est-ce qu'on peut choisir. Y a un monsieur qui est passé, qui m'a fait signer un livre et qui disait à sa femme, en fait il faut choisir le risque minimum. Mais c'est terrible comme ambition pour un pays, de choisir un risque minimum. Alors vous avez rencontré pour l'écriture de ce livre quasiment tous les candidats à la présidentielle, je parle des principaux, sauf Fillon et Mélenchon, je le précise. Vous avez rencontré tous les autres. Parce qu'eux n'ont pas voulu. Parce qu'ils n'ont pas voulu, oui, bien sûr. Ces hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques qui sont tant décriés aujourd'hui, qui sont, je dis personnellement, démonétisés quasiment, dans vos rencontres, au détour d'une phrase, d'un regard, d'une conviction, avez-vous senti quand même qu'ils sont encore animés par une vraie foi politique du service public, ou est-ce qu'ils sont purement carriéristes, comme on les caricature peut-être, ou en tout cas comme on les imagine? Oui, moi je ne suis pas du tout dans le tous pourris, tous mauvais, tous intéressés par leur propre carrière. Il faut quand même se rappeler que pour faire honnêtement, évidemment je précise honnêtement, une carrière politique, ça ne rapporte pas d'argent. Les gens qui sont maires, qui sont dans leur circonscription tous les week-ends, qui écoutent les gens et qui rendent des services presque d'assistante sociale, c'est en fait de la dévotion au bien public. Alors évidemment, il y a des moutons noirs, mais c'est pas la norme et c'est pas ce qu'on rencontre le plus. Moi, j'ai rencontré là des gens que je connaissais très bien, comme Sarkozy ou Juppé ou Hollande, des gens que je connaissais beaucoup moins, comme Hamon, des gens que je connaissais pas du tout, comme Macron, et chez chacun il y a quelque chose. Par exemple, Juppé, je crois que moi j'ai toujours eu de l'admiration pour Juppé. Je ne partage pas ses idées,
mais c'est un homme d'État. Et c'est rare, les hommes d'État. C'est-à-dire un homme qui est capable de penser au bien public, qui est capable de se sacrifier pour quelqu'un d'autre, parce qu'il a quand même payé pour quelqu'un, et pour Chirac, pour ne pas le nommer, et qui a été capable, au moment, il y a un mois, où Fillon apparaissait comme complètement démonétisé, tout le monde se tournait vers lui, il a été capable de dire « je ne veux pas y aller parce que je ne veux pas être l'otage » d'un programme que j'aurais pas conçu moi-même. Il savait qu'il serait l'otage de tas de gens qui lui diraient il faut défendre ceci ou défendre cela. Or lui, par orgueil et aussi par conviction, il voulait défendre son programme. Alors son programme n'a pas convaincu parce que il n'était pas très novateur et il était assez traditionnel et conservateur, mais c'est un homme qui a le sens du bien commun. Et franchement, c'est pas si fréquent. Je parle de Rocard dans ce livre que j'aimais tendrement et qui pour moi... Avec des mots effectivement d'une tendresse totale. Voilà, et qui pour moi est un exemple... j'avais comme modèle idéal Pierre Mendès France. Rocard fait partie de cette génération, au fond, d'hommes qui n'ont pas vraiment réussi à exercer le pouvoir comme ils auraient aimé, mais peut-être parce que justement ils ont une conception assez forte de l'idéal. Vous savez, Rocard, c'était un homme qui était tellement imprégné du bien public que n'importe quelle fonction qu'il exerçait, il la considérait comme importante. Cet homme, il a été Premier ministre. Il aurait pu être président de la République si les choses avaient tourné différemment. Eh bien, quand dans les dernières années de sa vie, il avait été nommé ambassadeur des pôles, je le taquinais en disant « t'es ambassadeur chez les pingouins ». Mais lui ne prenait pas du tout ça à la rigolade. Il pensait que c'était essentiel. Il m'avait dit, tu te rends compte, je suis ambassadeur de la France. Et donc, il était honoré de représenter son pays. Et chapeau, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Vous faites écho là à une époque et des gens, des hommes, du personnel politique, sans que ça soit vulgaire dans ma bouche, qui étaient là, on imagine, pour le bien public, qui se transcendaient en quelque sorte pour le bien public. Quand vous avez débuté votre carrière en fanfare à la télévision, c'était il y a plus de 30 ans, dans 7 sur 7, vous étiez l'égérie au sens noble du terme de l'émission politique. Vous avez pris des options fortes, vous avez refusé de recevoir Le Pen notamment. Il n'y a pas beaucoup de chaînes, beaucoup moins de chaînes à l'époque qu'avant, vous étiez très écouté et on sentait à travers vous battre le pouls de la vie politique. On peut penser aussi que c'est à peu près à cette époque-là qu'on a défini les termes de la nouvelle politique qui, pour les hommes politiques, était une carrière. Ça devenait une carrière. On gagnait sa vie, même si on ne faisait pas des tonnes. On gagnait sa vie avec ça, on ne faisait que de la politique. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que revienne ce temps où la notion de service public, la notion de se mettre au service de la collectivité pour que ça progresse, vous pensez que c'est encore des chances que ça revienne, ou alors on est carrément dans l'utopie, c'est trop tard? Non, je ne crois pas. Ça, pour le coup, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les élus locaux. Les élus locaux ont le sens du bien public. Un maire qui se dévoue pour sa commune, même petite, qui sait que le feu rouge qu'il mettra à tel endroit sauvera des vies des enfants qui ne se feront pas écraser en allant à l'école, qui s'occupera du quotidien, de la propreté de sa ville, c'est les petites étapes du vivre ensemble. Et ça, je pense que les élus locaux, qui deviennent après nationaux, mais qui n'ont pas l'obsession de leur carrière, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Alors, cette chronique d'une France blessée, qui est le livre qui vous a amené avec nous aujourd'hui à Strasbourg, c'est un livre qui également est un vrai livre d'écrivain. Il est très bien écrit. Je dis ça sans flagornerie, et on a presque envie de vous demander, ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que les mois, les années qui vont venir vont être vraiment rock'n'roll, si on peut dire, au niveau de la vie publique dans notre pays? On a presque envie de vous dire, est-ce que vous envisagez de tenir de nouveau une chronique comme ça, pas forcément exclusivement sur la politique, mais sur l'air du temps? C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je pense que, merci de ce que vous dites, j'ai pris beaucoup de soin à travailler. Une chronique, c'est une succession de petits articles ou de petits textes avec une attaque, une chute et l'entre-deux qui doit être cohérent. Et c'est pas si facile à faire et il faut trouver à chaque fois un ressort. Et
c'est un exercice que j'adore faire. J'adore écrire. On m'a plus fait parler qu'écrire, mais j'aime beaucoup ça. Et oui, la chronique, c'est un art qui me plaît beaucoup. Et j'ai assez envie de chroniquer l'air du temps. Alors peut-être dans un journal, ou peut-être pour moi-même, ou peut-être dans un livre, j'en sais rien. Mais j'aime bien rendre compte de l'actualité aussi littéraire, artistique, de la peinture, de la musique, qui est une de mes passions. Et je pense que ça fait partie. Il n'y a pas la culture d'un côté et la vie de l'autre. La vie, c'est ça. C'est ce mélange réussi. Et cette année m'a été pour moi très heureuse parce que j'y ai conjugué les trois choses que j'aime faire. J'ai fait une émission de musique classique et j'adore la musique et l'opéra depuis que je suis enfant et on me l'avait jamais demandé. J'ai écrit et j'ai essayé d'en faire, malgré l'actualité, un exercice un peu littéraire. Et j'ai monté une exposition sur mon grand-père qui a été un grand marchand et qui a vécu la guerre à la fois dans toutes ses secousses personnelles et qu'il dépassait de beaucoup. Et donc ce mélange-là, c'est une sorte de réconciliation un peu, ou de conciliation plus exactement, de petits morceaux de moi. Et c'est très satisfaisant. Alors voilà, une fois que j'ai dit ça, après j'ai plus qu'à prendre ma retraite, mais peut-être pas. Journaliste un jour, journaliste toujours. Ça, je suis sûr que ça va s'appliquer à vous, ça. C'est très gentil. Merci, Anne Saccard. Merci à vous surtout.